Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci d'être là. Merci d'être là ce mardi pour vous informer parce que oui, à ce rendez-vous, vous avez la revue de presse suivie du commentaire présenté ce matin par El Hadj Amadé Souro que nous allons retrouver tout à l'heure. Dans cette émission aussi, vous avez l'entretien du jour et aujourd'hui, on parlera entrepreneuriat. Et en fin d'émission, Francis Emmanuel sera là pour nous donner les éphémérides. Fidèles téléspectateurs, bonjour encore et bienvenue. On commence avec la première rubrique, c'est à la découverte de virgule. Et bien sûr, de Bobo Dioulasso et on met l'accent sur les places et ronds-points de Bobo Dioulasso. On va vous amener à la présentation générale de quelques ronds-points et places que nous avons concordés pour vous. On regarde et puis on revient. Alors, nous sommes toujours à Bobo Dioulasso pour vous faire découvrir les ronds-points et places importants de Bobo Dioulasso. Et aujourd'hui, nous sommes à la place de la femme. Nous sommes à la place de la femme de Bobo Dioulasso. On vous amène à la découverte des ronds-points et places importants de la ville de Sia. Donc, suivez-moi. Bobo Dioulasso est la deuxième ville la plus peuplée du Burkina Faso après Ouagadougou. Elle est la capitale économique et culturelle du pays. Également connue sous le nom de la cité de Sia, Bobo Dioulasso est située à environ 360 km de Ouagadougou. Son nom signifie la maison des Bobo Dioula. La belle cité de Sia a pour emblème le silure. À Bobo, il y a des places qui font la beauté de la ville et qui racontent l'histoire de la localité. Du rond-point de l'hôtel de la ville de Bobo au rond-point des 7 voies, en passant par la place de la femme et le rond-point de la jeunesse, Bobo Dioulasso est une ville accueillante. Le rond-point de l'hôtel de ville, comme son nom l'indique, est situé devant la mairie de Bobo. C'est un rond-point lumineux dominé par la couleur bleue et blanche. Dans la belle cité de Sia, une place rend hommage à la femme. Il s'agit du rond-point appelé Place de la Femme. De par son nom, il constitue aujourd'hui un repère géographique pour nombre de personnes. Cette statue qui rend hommage à la femme a vu le jour dans les années 1986 sous la Révolution. Elle fut érigée pour rendre hommage à la femme bobolaise pour son combat en faveur du développement de la cité de Sia. Depuis 1986, elle a connu de légères modifications. Elle est passée d'une femme qui tenait un balai à une femme qui tient un flambeau en 2010 à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance du Burkina Faso. Autre lieu historique de Bobo Dioulasso, c'est l'actuel rond-point de la jeunesse burkinabé qui était auparavant rond-point du cinquantenaire. L'actuel rond-point de la jeunesse burkinabé situé à Bobo Dioulasso a été érigé autour de 2010 à l'occasion des 50 ans d'indépendance du Burkina Faso. Il portait à l'origine le nom de rond-point du cinquantenaire. Mais le 12 décembre 2015, il a été officiellement rebaptisé rond-point de la jeunesse burkinabé. Ce changement vise à rendre hommage aux citoyens, en particulier aux jeunes qui se sont mobilisés lors des soulèvements populaires d'octobre 2014 et de septembre 2015. Enfin, parlons de ce rond-point à plusieurs chemins qui offre plusieurs voies aux usagers de la route. Le rond-point des 7 voies de la ville de Bobo Dioulasso. Ce rond-point se distingue déjà par sa hauteur et son bout pointu. La belle cité de Sia regorge pas mal de places emblématiques et durant toute la semaine, nous vous parlerons de certaines de ces places et ronds-points.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Merfato yellan kenda ya wambro bamram tiru te bamram foda uye waro yelle ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème waro yelle yelle Sinika Jan. Madame Mignon. Mam bol nyamba ya. Naam. Yay nam bange. Ti yela pa zemsde. Awa. Nyam yolun tuma me. Ligni na nyam hum bonsa mam ko nyam ligda fa. La yela ketan kalam de. Pasoma baba. Mam conteneur da may yi Dubai. Tiens de Turquie. Ni Chine. Ma magasin tamba nyam mnyoa. Fan ketin pida woto ni tera. Baye payita. Rakaye tera karadi. Yuma sama. Nam sen goma fam goma ma. La Sinika jamam dara tameti igesiton na limane. Rena mam ndala tin to yamba. Mamuma yam sen goma fam. Mam gi hamanti yam adara ki ambuta pour. Ouais. Yam adara ki ambuta pour. Sinika jam. Mam adara ki embouteillage pour. Embouteillage. Ça fulay. Wan to. Bi genyam na mano. Am na mana be me. Am gi yam adara boni ngin ton yi ambuta hanwa. Madame Mignon. Sanda ti Mignon kete mbwane. Linda man ti fo bas. Ti mam dik fo mpa ba na han soba. Ari yen ton pe fo wanda. Sinika jam. Nyam gomda silbi nyam remda me. Ni bi wishe ni yam la. Mam shin yam gele ge so yuma wana. Wo yiti yam gom kan alunda. Allah. Sinika jam. Mam, Madame Million. Nyam mimti na yikam men mamam zakapon. Ndata meti yikam men me. Nyam zuga be msida. La ya hanti pe nyam ngada la wodo la. Chelegi mam. Ne la ti. Chelegi ya. Nyam get mama. Mam ni yam ya championnat yesida. Ah? Ti mam adgan chen embouteillage. Ya ngwa brada bi ya tricycle.
a ya so fa atima ya man pa bana han so ba Karja, menmia, ça va pas non? Escroc là. C'est que, mam te yi nyam pa ba na so ba. Et nous sommes de retour sur ce plateau et comme annoncé, maintenant nous allons passer à la revue de presse à virgule. Nous recevons ce matin Elhadj Amadé Soro pour les informations. Bonjour Elhadj. Bonjour Abdiatar, bonjour à toutes et à tous. Merci. On va maintenant découvrir les titres de l'actualité. Absolument, et nous commençons par les journaux, les citoyens. À la une des citoyens, coopération Portugal, Confédération AES, une mission de Lisbonne à Ouagadougou pour renforcer le dialogue entre les deux parties. Bilgissa Sawadogo, médecin légiste au CHU de Bogodogo, 75% de nos interventions concernent les personnes vivantes. Trait de plume, Éthiopie, un scrutin sans suspense. Montée de couleurs, les Burkinabés invités à s'interroger sur leur contribution au développement. Recettes fiscales, 401 milliards de francs CFA mobilisés au seul mois de mai 2026. Journée mondiale de l'environnement, le pari vert du Burkina Faso Mebo et Ouagadougou devient plus belle. À la suite du journal citoyen, place au journal L'Observateur Palga. À la une de l'Obs, montée des couleurs à l'hôtel administratif. Père Noël parle de gouvernance vertueuse au service de l'intérêt général. Championnat Ligue 1 de Coupe du Faso. Akarville, la planète foot, mobilisation record des recettes. Nouvelle structure stratégique, le ministère de l'économie et des finances confirme son rôle moteur du plan relance. Sécurité et santé au travail, journée studieuse avec des journalistes à Lumbila Prémature. Rim Talba invite les agents à s'approprier le manifeste de la révolution progressiste populaire. Épidémie d'Ebola en RDC, solidarité africaine, où es-tu? En route pour le mondial 2026, groupe A, le retour en force des Bafana. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal L'Express du Faso, édité à Bourg-Vilasso. À la une de l'Express du Faso, grande maison du tourisme interne, baisse de 50% sur les tarifs des chambres au profit des nationaux. Journée internationale de l'enfant, la 17e mission médicale chinoise redonne le sourire à des orphelins. Autant le dire, un pouvoir n'appartient à aucune personne ni à aucune communauté. CP session 2026, le ministre Dengara encourage les candidats. À Carville, elle vend la parcelle familiale à 3 personnes différentes. Hommage au général Honoré Nabéré Traoré, la larme du victorien pour un soldat de la patrie.
Place à présent au journal Les Quotidiens. À la une du quotidien, Abdoulaye Compaoré, président du mouvement Africa Vision et Développement Durable. Le message central du manifeste est clair. La souveraineté n'est pas négociable. Montée des couleurs à la primature, nous devons être un accélérateur de la mise en œuvre des différentes politiques publiques. Journée internationale de l'enfance, une mission médicale chinoise accompagne les enfants vulnérables de l'église baptiste de l'eau vive. Mobilisation record des recettes au Burkina en mai 2026, 401 milliards de francs CFA mobilisés sur une prévision initiale de 275 milliards de francs CFA. Nous terminons par le journal Le Pays. À la une du Pays, révélation CHIP, le centre d'hémodialyse désormais opérationnel. Staff des étalons A, un technicien d'origine tunisienne, en renfort, production et prestations artistiques au Burkina, la dignité culturelle à l'épreuve du buzz. Montée des couleurs à la primature, nous devons redoubler d'efforts dans la prise en main donc diligente des dossiers, dit Jean-Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre. Mémorial du temps, le partage de l'Afrique. Actu Sport, le PSG passe à l'attaque pour Yann Diomandé. One Man Show de Moussa Petit Sergent, le spectacle a tenu toutes ses promesses. Accès aux soins de santé au Burkina Faso, des avancées qui cachent mal des défis. Histoire énigmatique, les mystérieux ensemble. Merci beaucoup, Elage, pour ces titres. Nous allons venir aux commentaires et nous débutons avec la montée des couleurs justement au niveau de la primature. Et on sait que quand on parle de montée des couleurs, il y a toujours un message, surtout quand il y a la présence soit du président, soit du Premier ministre. Et pour cette montée-là, c'était le Premier ministre. Absolument. Il faut donc dire que c'est devenu une tradition au niveau du Burkina Faso depuis un certain temps. À l'occasion de la montée donc des couleurs nationales, que ce soit au niveau ministériel, au niveau donc de la primature, au niveau de la présidence, et même dans les représentations diplomatiques du Burkina Faso à l'étranger. Oui. Alors, et même dans les écoles, vous savez que le plus souvent aussi, les fondateurs ou les directeurs des établissements ou les responsables provinciaux, régionaux, donc profitent de cette occasion solennelle pour passer des messages forts. Alors donc on s'arrête sur ce message très fort qui a été donc lancé par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo lors de la dernière donc montée, où il a demandé à ce que les agents publics, ce qu'on appelle maintenant les serviteurs du peuple, puissent accélérer la mise en œuvre des différentes politiques publiques. Comme vous le savez très bien, le rôle de la primature, c'est de coordonner l'action gouvernementale, c'est d'amener tous les responsables administratifs à quelque niveau que ce soit, donc quant à la mise en œuvre, quant à l'implémentation des politiques publiques, notamment implémenter ces différentes politiques publiques donc sous la conduite du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a également fait un arrêt pour appeler les Burkinabés à effectivement s'approprier, n'est-ce pas, le manifeste de la révolution progressiste populaire, car c'est désormais la boussole qui va guider les actions de l'État burkinabé dans cette phase révolutionnaire. Parce que dans ces documents, vous avez certainement vu le reportage qui a été fait au niveau du groupe sur la dignité, où nous avons fait une conférence publique pour amener effectivement à la fois les élèves, les enseignants, les parents d'élèves à mieux comprendre, cerner les grands axes, n'est-ce pas, du manifeste de la révolution progressiste populaire, car, comme je l'ai dit, c'est notre livre qui contient les aspirations du peuple burkinabé. Pourquoi on a opté pour la révolution et quelles sont les projections que nous voulons pour notre pays, le Burkina Faso. C'est pourquoi le chef du gouvernement a donc demandé à ce que tous les Burkinabés puissent s'approprier effectivement ce document-là, essayer de le décortiquer, le comprendre et travailler en fonction des grandes orientations qui sont effectivement précisées
donc, dans le manifeste. C'est un moment solennel, comme je l'ai dit, mis à profit par les différents responsables administratifs pour revenir sur les grands dossiers de la nation, les grandes orientations et les grandes aspirations du peuple burkinabé. Merci beaucoup, Elhaj. Et deuxième sujet, on parle de la mobilisation de recettes au Burkina Faso. En tout cas, le compteur est positif, on va dire. Absolument, parce que sur une prévision de 275 milliards pour le mois de mai, on se retrouve avec 401 milliards. Ça veut dire que c'est presque le double. Hein. C'est pour dire qu'en réalité, les Burkinabés ont compris que c'est eux qui vont construire leur pays. Parce que vous savez très bien que pour le budget national, il y a plusieurs postes qui permettent effectivement de renflouer la caisse. Ce sont les impôts, ce sont donc les douanes. Il y a aussi ce qu'on appelle la coopération bilatérale ou multilatérale. Et souvent, alors, avant la Révolution, on faisait penser aux populations du Sud que sans l'aide au développement, ces pays ne peuvent rien faire. Et nous avons vu, avec notamment le Fonds de soutien patriotique, avec les différentes contributions, que le Burkina Faso peut, pas se passer, mais peut en tout cas compter premièrement sur ses propres forces. Voilà, c'est ce qui a amené effectivement le gouvernement à se concentrer sur la mobilisation des recettes au niveau interne d'abord, avant maintenant de voir s'il y a un gap à combler. Là maintenant on peut faire des emprunts obligataires au niveau du marché sous-régional ou international. Mais le plus gros lot, la plus grande contribution au fonctionnement de la nation burkinabé repose sur la contribution de ses filles et de ses fils. Effectivement, c'est avec cette vision-là que nous pouvons implémenter notre révolution. Donc, cette mobilisation record est un signal en tout cas qui montre que les Burkinabés ont compris et qu'il faut du sacrifice. On a vu sur le terrain les différentes acquisitions, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'armement, etc. Tout cela, c'est grâce aux mobilisations des ressources internes au niveau du Burkina Faso. Vivement que cela puisse continuer pour le bonheur des Burkinabés. Merci beaucoup. Merci à vous, Elhaj, pour ces analyses. Restez avec nous, on va sillonner, on va marquer une petite pause et puis on revient. Saban TV, la télévision des nouvelles cités. Gam taba kulum kalam la futa chaka son problem wala yella yella
Tu as vu ça? Les gens qui roulent mal seulement. Ça va pas chez toi? Oh, tu connais pas circuler? Calme-toi là, c'est quoi? Mais calmez-moi. Comment tu m'as coupé la route? C'est comme ça on roule? Ah bon? Vous êtes sur vos grosses motos, vous roulez au hasard. C'est quoi tu vas me dire? Oui, bien sûr. Tu me connais? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me connais? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Attends seulement. Ah quoi? Attends, tu vas voir. Mais je suis là. Allô, commissaire? Oui, allô? Il y a une vieille femme qui vient de me cogner tout de suite. Avec sa vieille caisse là. Oh là là, c'est pas grave. C'est pour ça que je t'avais dit de me payer une voiture. Tu as vu? Et en plus de ça, elle veut me frapper. Oui. Faut vite venir, hein. Faut vite venir. Tu es où? Je suis à l'espace Mobrado. Faut vite venir. D'accord, j'arrive. Ouais. Oui, j'arrive. Je connais là-bas. Ok, à tout à l'heure. Tu vas voir. On va à Espace Mobrado. Voilà, démarre. Attends. Ma femme qui m'appelle à cette heure-là, c'est quoi? Allô chérie? Oui, allô. Tu sais, je viens de cogner une fille là, mais elle est folle celle-là. Elle a commencé à me menacer, hein? C'est où? C'est vers l'école des enfants là. Si tu peux venir s'il te plaît, quoi, parce que celle-là, là, c'est pas la peine, quoi. Ah non, moi je ne suis pas à côté. Voilà, il y a eu une mission où je suis allé là-bas rapidement comme ça. Non, je vais envoyer des éléments pour le constat et puis un véhicule pour que tu ailles chercher les enfants. Voilà. Oh, franchement, s'il te plaît, viens à mon secours parce que celle-là, là, moi, je la crains. Hein. Une petite folle comme ça. Moi, je ne suis pas là. Allez, voilà, on va faire comme ça. Merci. Ramène-moi rapidement au bureau. Changement de direction. Pars plus à Espace Mobrado. On fonce. Et de retour sur ce plateau pour la suite de l'émission, je vous le disais, dans la rubrique invité du jour, nous parlerons d'entrepreneuriat aujourd'hui et on va s'intéresser bien sûr aux jeunes également qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça sera juste après la... Nous recevons comme invité M. Karim Kaboré, il est entrepreneur burkinabé, responsable de Fasoprenariat. Et puis aujourd'hui, il nous parlera de son parcours, il nous parlera aussi de l'entrepreneuriat parce qu'il est parti d'instituteur d'école primaire, bien sûr, à professeur d'université et enseignant au niveau donc de l'université et aujourd'hui entrepreneur. C'est un parcours qu'on va découvrir ensemble. Bonjour Monsieur Kaboré. Bonjour Madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci à vous d'être là pour partager votre parcours avec les jeunes, on va dire vos jeunes frères, pour aussi, pourquoi pas, créer le déclic chez certains qui peuvent se lancer et s'en sortir dans l'entrepreneuriat. Donc, on va faire plus connaissance avec vous, du moins. Alors, ça a été quoi votre parcours scolaire? Alors, merci Madame. Mon parcours scolaire n'a rien d'extraordinaire. C'est comme le parcours de tout élève, tout étudiant, voilà, de l'école primaire au lycée, à l'université pour ceux qui y arrivent. Donc j'ai fait un bac scientifique et après, après je me suis retrouvé à l'université. Voilà, pour faire quelle filière? J'ai fait lettres modernes. Moderne. Et avant même ça, bon, parce que tenez-vous bien, les résultats du bac et de l'ENEP sont tombés le même jour. Voilà, donc je me demandais, il fallait aller à l'université ou mais il faut aller à l'enseignement. Est-ce que vous aviez fait le concours de l'ENEP avec le niveau BPC? J'ai fait le concours de l'ENEP avec le niveau BPC. Ok, et puis vous étiez en classe de terminale, donc vous avez eu le bac aussi. Exactement. Alors, mais mon amour pour l'enseignement, et bien d'autres facteurs m'ont amené à aller à l'université, aller à l'enseignement. Et c'est 10 ans après, je me suis inscrit à l'université pour avoir une licence en lettres modernes. Après, j'ai eu un master 2, j'allais dire, au Burkina ici. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Bon, je me suis retrouvé à l'extérieur pour un autre master voilà, en management de qualité totale. Et par la suite, voilà, je me suis lancé pour un doctorat. Et aujourd'hui, je suis docteur en management de qualité totale et entrepreneuriat. Et j'enseigne à l'université Nazi Boni.
J'ai d'abord été, comme vous l'avez dit, enseignant à l'école primaire. Mon premier poste était à Gorom. Oui. Voilà, donc enseignant à l'école primaire, j'ai aussi enseigné au lycée. J'ai fait l'ENAM, voilà, j'ai fait le lycée comme intendant. Voilà, et aujourd'hui, je suis enseignant d'université. Voilà ce que je peux dire sur ce petit Ça, c'est parcours. vraiment de façon ramassée, mais on va revenir sur quelques détails. Et vous avez enseigné au primaire durant combien d'années? Alors, j'ai enseigné au primaire durant 3 années, de 2000 à 2003. Et après 2003, j'ai eu un concours professionnel, voilà, pour me retrouver à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. En tant que? En tant que, j'allais dire, attaché d'intendance universitaire, sorti être dans les établissements pour être intendant. Et donc, ça veut dire, pendant que vous êtes enseignant ensuite d'autres postes, est-ce que vous êtes inscrit quand même à l'université pour poursuivre les études supérieures en même temps, ou bien vous avez attendu? Alors, être à Gorom et vouloir poursuivre les études, c'était pas facile, quand bien même il y avait la volonté. C'est 10 ans après, voilà, quand je me suis rapproché un peu de Koudougou, voilà, que je me suis inscrit à l'université pour lettres modernes et j'ai eu cette licence-là. Licence, ensuite master, et après vous vous retrouvez à l'étranger. Où exactement? J'étais en France, précisément à Angoulême, non loin de Bordeaux, où j'ai fait un deuxième master et après le doctorat. D'accord. Maintenant, ce que je veux dire, tout ce parcours, c'est quel message vous voulez faire passer aux jeunes? Parce que faire 10 ans de pause, aller sur le terrain, faire 10 ans de pause un peu obligée, avant de reprendre quand même les études supérieures. Pour certains qui ont commencé à travailler, ils vont se dire, écoute, je gagne quelque chose, donc à quoi me sert encore d'aller à l'université pour faire des études poussées jusqu'à devenir docteur aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, la motivation, c'est la recherche du savoir. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit ce que nous voulons faire, il faut savoir, il faut maîtriser ton domaine. Et j'ai l'habitude de dire aux étudiants, comme on le dit souvent, le ciel est votre limite. Ceux qui ont la possibilité, certainement, on y reviendra là-dessus. Donc, c'est le courage qui m'a amené à aller faire mes études, ainsi de suite. Parce que, alors, on n'a pas suffisamment de temps, parce qu'en réalité, j'ai fait lettres modernes, parce que j'ai envie de bien m'exprimer, parce que j'ai fait un bac scientifique, après la littérature à l'université. Donc tout ça, c'est effectivement, c'est pour... Parce que quand on était très jeune, on faisait des conférences, on faisait des petites prêches dans les mosquées, ainsi de suite. Donc c'est cet amour qui m'a amené effectivement à poursuivre mes études. Et comme on le dit, ça dit que quand on a une vision entrepreneuriale, on ne se limite pas seulement à sa famille, on se dit non, comment nous allons faire pour pouvoir effectivement toucher cette grande masse, la jeunesse. Et pour ce faire, effectivement, il faut aller le plus loin possible. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous avez dit que vous êtes docteur en entrepreneuriat. Ouais. Et vous enseignez à l'université Nazi Boni? J'enseigne à l'université Nazi Boni depuis 2021 et je suis le premier à ouvrir ce module en entrepreneuriat à l'université. Quand j'ai fini mes études en France, juste une semaine après j'aurais dit ma soutenance, j'ai été appelé par l'université Nazi Boni pour venir ouvrir un module en entrepreneuriat. Et depuis lors, voilà, j'enseigne les étudiants en entrepreneuriat, première année jusqu'à en année de master. D'accord. Avant de revenir sur l'entrepreneuriat et sur les conseils que vous pouvez donner aux jeunes qui veulent se lancer, vous avez aussi lancé quand même vos activités. Parce que aujourd'hui, vous avez entrepris, je veux dire, vous n'êtes pas que enseignant, vous avez entrepris quelque part aussi. Voilà pourquoi on parle de façonneuriat. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, de passage, je tiens à vous dire que j'ai quitté la fonction publique. Voilà, j'ai quitté la fonction publique depuis 2023 parce que je me suis consacré entièrement tout mon temps à l'entrepreneuriat. Quand on est entrepreneur, on a une dizaine d'employés. Vouloir cumuler la fonction publique avec l'entrepreneuriat, c'est bâcler une activité au profit de l'autre. Et pour être sincère, j'ai préféré carrément abandonner la fonction publique pour les petits frères, pour les enfants, et consacrer tout mon temps à l'entrepreneuriat. Et ma première activité dans l'entrepreneuriat, c'était le coaching, l'accompagnement. Mais je me suis dit non, il ne faut pas rester dans la théorie. Raison pour laquelle j'ai créé un certain nombre d'activités pour lier la théorie à la pratique. Et de mes activités, j'en ai au moins 3 ou 4. J'allais dire l'accompagnement, d'abord le coaching, la consultation. Tu as ton projet, tu as ton idée, tu as ton activité, tu as besoin d'un accompagnement. Voilà, moi je peux t'accompagner de A à Z. Deuxième activité, je suis dans la transformation, dans la confection des serviettes hygiéniques. Je fabrique les serviettes hygiéniques, lavables et puis réutilisables.
avec une équipe d'une dizaine de couturiers. Je suis également dans la transformation du poulet. J'ai fait sécher la viande de poulet parce qu'on se rend compte qu'à un certain moment, j'allais dire, les poulets sont là, ça ne s'achète pas. Donc pourquoi ne pas transformer ces poulets en coquettes? Je l'ai fait et il y a au moins une trentaine d'alimentations à Ouagadougou ici qui prennent mes croquettes poulet et qui revendent. Alors j'ai aussi une petite application à travers laquelle je donne de petits prêts, j'allais dire, aux entrepreneurs. Et plus il y a des gens qui sont là, qui ont juste besoin de 25 000 francs, 50 000 francs pour devenir financièrement indépendants. Mais où avoir ça? Ils vont aller auprès des structures financières avec des conditions pas du tout possibles. Donc j'ai créé cette petite application pour venir en aide aux entrepreneurs qui veulent des petits montants pour gérer les activités. Voilà en gros ce que je peux dire. Ah oui. Ce que j'ai comme activité pour là. 4 volets, non? 4 volets pour l'instant. Ceux qui sont, j'allais dire, en gestation, je crois que si vous me recevez dans 2 mois, vous allez voir qu'il y a d'autres activités qui vont se greffer davantage. Moi j'allais dire que ça, même ce n'est pas facile. Hein. Comment on fait pour gérer en même temps 4 volets comme ça là? Oui, mais cette délégation de pouvoir, à un certain moment, on ne peut pas. En fait, les gens disent qu'il n'y a pas de travail, alors que le travail est là. Ah oui? Oui, le travail est là. Les gens disent qu'ils n'ont pas de travail. Pendant que les diplômés cherchent du travail, les entrepreneurs cherchent des employés, ils n'en trouvent pas. Donc, si j'ai ces activités, j'ai fait des délégations de pouvoir. Si je ne suis pas là, ces activités fonctionnent comme il se doit et les éléments ne font que me faire de compte rendu. Voilà. Mais quand vous dites, vos activités, les diplômés sont là, ils disent qu'il n'y a pas de boulot. Bon, c'est peut-être qu'il y a certains boulots qu'ils trient aussi. Parce que quand vous faites vos croquettes de poulet, c'est pas évident qu'un diplômé, une personne qui a une licence à lettres modernes ou un master en communication, va venir s'asseoir pour empiler vos croquettes. C'est là le véritable mal. On se dit qu'on est diplômé, voilà, on veut s'asseoir dans des bureaux climatisés, on ne veut pas transpirer. Bon, c'est là notre véritable problème. Voilà, quand on est diplômé, il faut souvent ranger ton diplôme et considérer que, bon, voilà, en fait, en réalité, ce n'est pas le diplôme qui est important, hein, c'est ce qu'on a appris du diplôme qui doit beaucoup nous servir. Bon, voilà. Alors, ça nous amène justement au sujet de l'entrepreneuriat, puisque c'est le thème qu'on a choisi pour aussi conseiller les jeunes frères qui veulent bien se lancer. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'environnement économique du Burkina Faso, est-ce que c'est favorable à l'entrepreneuriat, surtout des jeunes? Alors, l'environnement économique est bien favorable à l'entrepreneuriat des jeunes. Seulement, on a souvent envie. La jeunesse ne veut pas prendre un peu de patience, la jeunesse ne veut pas prendre un peu de recul. On voit son voisin, son ami qui a construit R+1, qui a acheté une grosse bagnole, on veut l'avoir dans l'immédiat. Sinon, l'environnement économique est bien propice à l'entrepreneuriat. Et j'ai toujours dit aux gens, nous marchons sur une mine d'opportunités. Mais on ne les voit pas. On est sur une mine d'opportunités, mais les gens passent le temps à chercher du bureau. C'est comme vous l'avez dit, hein. On est diplômé, voilà, une fois qu'on a les diplômes, on se dit non, voilà, c'est le travail du bureau. Sinon, l'environnement économique est bien propice, mais il faut qu'on aille étape par étape. Pas à pas. Parce qu'en réalité, même si on a les moyens, prendre des millions, donner à un jeune entrepreneur pour qu'il investisse, ça veut dire que c'est lui faire du tort. Il faut investir de façon progressive. Je dis que non, l'environnement économique, il est bien propice à l'entrepreneuriat. Pour qu'on puisse effectivement trouver le bon réseau, le bon accompagnement, et on va s'en sortir sans trop de difficultés. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'on peut entreprendre à 0 francs? Alors, oui. Bon? Oui, vous serez étonné. Mais il y a quand même certaines entreprises, si tu veux lancer et que tu as même besoin de matériel. Imaginez quelqu'un qui veut faire un kiosque de vente de sandwich. Il a quand même besoin de tables, de chaises, d'hangars et même du kiosque physique, non? En réalité, entreprendre à 0 francs, ce concept a été mal compris. Ce concept vient du docteur Samuel, qui encourage les jeunes à entreprendre de leurs propres moyens. Entreprendre à 0 francs, ça ne veut pas dire qu'on peut commencer une activité sans rien. Quelqu'un qui fait une formation pour dire qu'on peut entreprendre à 0 francs, il dit non, la formation est payante à 30 000 francs. Comment tu peux convaincre ce jeune qu'effectivement qu'on peut entreprendre à 0 francs? Donc, entreprendre à 0 francs, ça veut dire que c'est entreprendre sans avoir besoin d'un investissement extérieur. Tu fais des petites économies, pas à pas, toi-même, et tu entreprends, c'est ça qu'on appelle entreprendre à 0 francs. Sinon, ça ne veut pas dire entreprendre sans rien. La notion a été mal comprise et les gens l'utilisent à tort et à travers. Voilà. Sinon, on peut réellement entreprendre à 0 francs, mais ce n'est pas de la manière que les gens l'ont compris. C'est pas aller demander des prêts? Non, c'est pas aller demander des prêts. Non, c'est faire ces petits. J'ai rencontré des étudiants qui ont fait des économies de leur phonère et qui entreprennent. Ils ont entrepris à 0 francs. C'est ce que ça veut dire. Voilà, la dame est là, on lui donne 2000 francs comme argent de popote, elle enlève 250 francs, elle fait des économies, à un certain moment, elle arrive à avoir l'argent pour entreprendre. C'est entreprendre à 0 francs. C'est ça la notion, le concept d'entreprendre à 0 francs. Sinon, entreprendre sans rien, ça n'existe pas, c'est impossible.
Mais ce que les études révèlent aussi, c'est que la plupart des entreprises, des jeunes entreprises, quand on les lance, au bout de... Est-ce que ça vaut 5 ans même? Au bout de 5 ans ou d'une année, ces entreprises meurent. Beaucoup meurent. C'est dû à quoi? Alors, il y a des entreprises, comme vous l'avez dit, qui n'arrivent même pas à célébrer leur premier anniversaire. Ils ont déjà mis la clé sous la porte. Et les raisons sont multiples et multiformes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes forts dans le copier-coller. Vous, aujourd'hui, vous avez une entreprise, où, devant votre porte, vous faites des gâteaux, des galettes, des sandwichs, ainsi de suite. Vous servez aux voisins, ils les achètent. Quand quelqu'un d'autre va voir ça, il se lève et il veut faire la même chose. L'entrepreneuriat, ce n'est pas du copier-coller. Il faut faire ce qu'on aime faire. Il faut le faire avec passion. Les gens échouent aujourd'hui parce qu'ils ne prennent pas du temps pour approcher ceux qui savent, le coach. Je n'aime pas trop le mot coach parce qu'aujourd'hui c'est un mot qui est trop... Voilà, les motivateurs, les consultants en entrepreneuriat. Il faut vous approcher. Il faut voir effectivement, c'est-à-dire, mon produit, il répond à quel besoin. Ça veut dire que c'est une démarche scientifique. Entreprendre, c'est une démarche scientifique. On ne se lève pas parce qu'on a les moyens, on a les idées, on commence à entreprendre. Non, il y a des démarches à suivre. Et tant qu'on ne suit pas ces démarches, ne soyons pas étonnés qu'on ferme notre entreprise même avant de célébrer son premier anniversaire. On ne s'enferme pas entre les 4 murs d'une maison pour construire un projet. Il faut se soulever. Il y a beaucoup de démarches à faire. Mais bon, les gens ne se forment pas. Voilà, ils se disent non, comme j'ai les moyens, voilà, je vais entreprendre. Et ce qui fait que ça échoue lamentablement. Maintenant, comme vous êtes là, vous allez nous donner quand même quelques astuces pour les jeunes qui veulent entreprendre. À quel moment faut-il entreprendre? Est-ce que c'est pendant les études ou après, notamment les études et l'obtention des diplômes? Alors, faut-il entreprendre pendant les études ou après les études? Alors, tout dépend. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Alors, paramètres filières. Il y a des filières d'études qui sont contraignantes, exigeantes. Donc, la présence physique doit être à 100%. L'absence n'est pas tolérée. On n'a même pas le temps. On n'arrive même pas à finir ses cours. On n'arrive même pas à faire ses évaluations. Encore moins vaquer à d'autres occupations. Ça veut dire que quand un étudiant qui veut entreprendre, c'est en fonction de ta filière. Et aussi le choix de l'activité. Il y a des activités qui ne sont pas compatibles avec l'entrepreneuriat. Ça veut dire que l'entrepreneuriat, ce n'est pas mieux quand tu commences ton activité et tu es au devant des choses. Ça veut dire que l'entrepreneur ne peut pas créer une entreprise dès le départ, dit non, voilà, je suis étudiant, je veux créer l'entreprise, je veux confier ça à un frère, à un neveu. Ce sont les mêmes personnes qui vont faire écrouler l'entreprise. Donc pour les étudiants entrepreneurs, ça veut dire qu'ils peuvent commencer à entreprendre pendant qu'ils sont sur les bancs. Ou bien ils peuvent laisser carrément après les études, quand ils vont finir les études, entre guillemets, parce qu'on ne peut jamais finir d'étudier. Hein. Voilà, à la fin des cycles, ils peuvent effectivement se décider d'entreprendre. Et quand ils veulent entreprendre, ils se demandent quelle est, j'allais dire, l'activité qui est... Il y a des activités de conception. Tu es à la maison la nuit, à midi, la pause, tu peux passer ce temps effectivement à faire. Donc, pour les études. Mais le plus important n'est pas le moment. Ce n'est pas d'entreprendre pendant les études ou après les études. C'est la motivation, avoir l'envie, et tôt ou tard, qu'on puisse effectivement créer quelque chose au profit des Burkinabés. Voilà. C'est intérioriser l'entrepreneuriat dans son esprit, et quel que soit le moment, on pourra entreprendre sans souci. Sinon, effectivement, il y a des étudiants qui financent, j'en sais à l'université, il y a des étudiants qui financent leurs propres études, c'est-à-dire avec les petites activités. Voilà, et c'est bien possible. Maintenant, on se demande comment trouver le bon business. C'est la grande question que beaucoup se posent. Comment on fait pour savoir que ce business, ça va marcher? Tous les business sont bons, il n'y en a pas de mauvais. Alors, non, tous les business, ce qui est légal, les business qui sont... Il y a des gens qui commencent et puis après, quelque temps, comme vous l'avez dit, même avant le premier anniversaire, ça croule. Oui, mais la première des choses à faire, c'est de choisir l'activité qu'on aime faire. D'accord. Et comme le disait un grand savant, choisissez le métier qui vous plaît, et vous allez passer toute votre vie sans travail. Quand on choisit le métier qu'on aime faire, moi par exemple, ce que j'aime faire le plus, c'est des formations, c'est des conférences, c'est de communication, c'est enseigner. Je vous ai dit que j'ai choisi l'enseignement, c'est parce que j'ai l'amour pour l'enseignement. Et comme j'aime taquiner souvent mes auditeurs, si Dieu pouvait m'ouvrir une salle de classe au paradis pour que je puisse enseigner là-bas, ce serait encore beaucoup plus intéressant. Mon moment, j'allais dire, le plus idéal, j'allais dire où je suis vraiment content, c'est quand je suis devant un public et je transmets mon savoir. Donc, pour réussir l'entrepreneuriat, il faut choisir son métier par passion. Et quand on choisit le métier, en fait, quand on choisit une activité, c'est pourquoi? C'est qu'il y a un besoin qui est là. Vous vous levez, vous créez une activité, par exemple la télé est là, quelqu'un veut ouvrir, il se lève à 100 mètres, ouvrir une autre télé, mais est-ce que le besoin est là? Ça répond à quel besoin? Quand on crée une activité sans besoin, voilà, ça ne peut pas marcher. Donc, ce qui fait que la plupart des gens échouent dans les activités, il n'y a pas de... Parce que l'entrepreneuriat, quand on veut entreprendre, qu'on ne mette pas l'esprit d'argent, j'allais dire, au-devant des choses. Quand on veut entreprendre parce qu'on a besoin de l'argent, on est bien parti pour échouer. Il faut entreprendre parce qu'on
On aime faire la chose et l'argent va venir par la suite, la réussite va venir par la suite. Donc faire une bonne étude de faisabilité, une bonne étude de marché, voilà, prendre des avis par-ci par-là, et je crois que bon, dans cet esprit, on peut réussir son activité sans trop de soucis, sans trop de peine. D'accord. Est-ce que justement le diplôme universitaire est un levier ou un obstacle à l'esprit d'entrepreneuriat? Parce que voilà, on a des diplômes, on a une licence, on a un master, on a un doctorat. Est-ce qu'avec ça là, on peut entreprendre? Alors, le diplôme universitaire, un levier ou un obstacle pour l'entrepreneuriat? Oui et non. Il peut être un levier lorsque il apporte des compétences, il nous apporte des talents, il nous apporte des connaissances. Et comme nous le savons, dans l'entrepreneuriat, la formation, les connaissances est au centre des choses. Donc, on peut donc dire qu'en réalité, les diplômes universitaires peuvent nous servir dans l'entrepreneuriat. Par contre, ça peut aussi ne pas nous servir parce qu'il y en a qui prennent le diplôme comme un trophée. Tu as eu le diplôme, tu prends ça, tu brandis, voilà. Quand on voit des jeunes qui réussissent au BPC, tu cries, voilà, ou au bac, tu cries. Mais on peut dire que c'est le début de la misère, le début de la galère qui commence. Les grands frères tu ne comprends rien. Tu comprends, ça nous fait sourire. Va à Guantanamo, tu vas savoir. Donc, en réalité, le diplôme, quand on prend le diplôme comme un trophée, c'est ce que nous avons appris du diplôme qui est encore beaucoup plus intéressant. Parce qu'aujourd'hui, le diplôme, il ne va pas nous servir parce qu'il y a des gens qui ont le diplôme, ils se disent que, comme on l'avait dit, le diplôme là c'est pour travailler dans la fonction publique. Quand on prend le diplôme comme un outil, le diplôme c'est un pont, c'est une passerelle, voilà, pour nous permettre d'avoir quelque chose. Donc quand on prend le diplôme comme une fin en soi, ça ne cultive pas l'esprit d'entrepreneuriat. Et en plus, ça dépend de ce qu'on nous enseigne. Ça dépend de ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, comme je vous l'ai dit, le diplôme, c'est son contenu, c'est ce qu'on a eu à travers cette formation qui intéresse. Moi aujourd'hui, mes attestations, mes certificats, mes diplômes, ça vaut une vingtaine. Mais aujourd'hui, après cette émission, je peux aller brûler tous mes diplômes et attestations et ça ne va même pas m'empêcher de dormir une seconde. Parce que ce n'est pas les diplômes qui m'intéressent, c'est ce que j'ai appris de ces diplômes qui m'intéresse beaucoup plus. Donc le diplôme, il peut être, j'allais dire, un levier pour l'entrepreneuriat, voilà, comme il peut être un obstacle. Si on apprend aux étudiants à dormir dans les campus, on apprend aux étudiants à dire que non, voilà, après le diplôme, là, tu peux avoir un travail dans la fonction publique, ça cultive, j'allais dire, la paresse, voilà, au sein des étudiants. Donc, un paresseux ne peut pas entreprendre? Non, un paresseux ne peut pas entreprendre, un peureux ne peut pas entreprendre. Ça veut dire que l'élément, le moteur de l'entrepreneuriat, c'est le courage. Voilà. Là où les gens disent que c'est difficile, il faut y aller. Tant qu'on n'a pas le courage, on ne va pas y arriver. Parce que dès le premier moment, nous allons rencontrer des difficultés. Et si on n'est pas fortement armé, on va abandonner sans trop de soucis. Et ça permet aussi en même temps de comparer à quel point aussi nous avons la vision en fait des peuples. Hein. Par exemple au Burkina, pour quelqu'un qui a même une licence, ou sinon même le bac, on parle donc, qui vient juste d'avoir le bac ou qui a le bac, a du mal par exemple à aller apprendre, je ne sais pas, à mettre des vernis ou apprendre à être cordonnier. Pourtant, au Ghana, il y a certains des diplômés plus que ça, plus que le bac, je vais dire, qui sont cordonniers, qui vendent des chaussures, qui sont dans la vie active, qui vendent le pain sucré. Vous voyez la vision de l'entrepreneuriat du Ghanéen face au Burkinabé ou sinon à l'Afrique de l'Ouest et autres. Vous voyez la différence. Ça veut dire que nous, quand on a le diplôme, on se dit qu'on ne peut pas faire des petits boulots. C'est comme ça qu'on voit ça. Mais à qui la faute? À l'élève ou à qui? Parce qu'en réalité, tout dépend de ce qu'on donne à l'élève. Quand on met un enfant à l'école, voilà, parce que nous sommes dans un système où le contenu de notre système éducatif, j'allais dire, est pratiquement en déphasage avec les réalités. Au départ, l'école c'était pour trouver des gens pour les bureaux et tout ça. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Quand on met un enfant à l'école, voilà, j'ai dit aux parents, hein, si vous mettez votre enfant à l'école aujourd'hui, parce que vous voulez qu'il soit un jour un fonctionnaire dans la fonction, un fonctionnaire, ce n'est pas la peine. Vous avez raté votre vision. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas enseigner des X, des Y, des logarithmes à un enfant. Moi, j'ai fait un bac scientifique. Mais aujourd'hui, si on me donne l'équation la plus élémentaire de la classe de terminale, je vous dis que je ne pourrais pas résoudre cette équation. Je n'ai pas dit que les maths ne m'ont pas servi. J'ai tenu une conférence une fois où je parlais de ça. Je mettais un peu le mal de certaines matières. Et dans le public, il y avait un inspecteur en maths qui dit non, docteur, ce que vous dites, que les maths ne vous ont pas beaucoup servi, je ne suis pas d'accord. Il dit que s'il regarde mon raisonnement, qu'il y a une logique mathématique dans mon raisonnement. Donc, je n'ai pas dit que ces matières ne sont pas bien, mais tout dépend de la vision d'où l'intéressé veut aller. Maintenant, comment on fait? Comment on rapproche davantage la formation universitaire aux réalités de l'emploi?
parce que oui, après il faut sortir sur le terrain. Oui, il faut être face aux réalités. Une réalité, une question pertinente. Comment rapprocher effectivement, j'allais dire, le contenu de notre système éducatif aux réalités du milieu? Je ne sais pas s'il faut dire que c'est une politique de l'État, parce que depuis des années, on parle de la refondation de notre système éducatif. Il est bien vrai que tout changement doit être fait de façon progressive, mais on a trop traîné. Nous sommes dans un contexte de révolution et il ne faut pas attendre. Ça veut dire que je ne sais pas où se trouve le véritable problème, j'allais dire, de la refondation du système éducatif. Parce qu'il faut qu'on revoie les choses. On parle, on a changé les contenus des manuels, mais ce n'est pas assez suffisant. C'est pas suffisant. Oui. Mais les choses avancent quand même. Hein. Vous vous rappelez, hein, on parle donc de lycée mixte, je vais dire, où on va retrouver l'enseignement technique, professionnel et l'enseignement général en même temps. C'est quand même un début. Oui, c'est un début. Ça avance. Mais nous, entrepreneurs, on n'est pas satisfaits. Parce que nous voyons que c'est certainement une question de moyens. Hein. Oui. Sinon, c'est une question de moyens. Sinon, élaborer un programme, un contenu, j'allais dire, en rapport avec nos contextes, nos réalités, je crois que ce n'est pas la mer à boire. Voilà, parce qu'il faut qu'on le fasse. Parce qu'aujourd'hui, même ces filières dites techniques, professionnelles, les étudiants ont de la peine à avoir un stage. Mais comment on peut s'en sortir dans un enseignement théorique? Donc, vraiment, c'est le contenu de notre système éducatif. Il faut qu'on essaie de voir de façon approfondie. Mais la responsabilité est partagée entre parents, étudiants et l'État. Il ne faudrait pas aussi que les étudiants croisent les bras pour attendre que, j'allais dire, cette réforme vienne du ciel. En attendant, qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir s'en sortir? C'est la question. Et beaucoup d'étudiants ont compris et ils commencent à entreprendre. Voilà. Comme vous enseignez l'entrepreneuriat aux étudiants, est-ce que quand même, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup qui viennent avec des projets d'entrepreneuriat qui sont quand même bien ou qui ont débuté, que vous suivez? Oui, je suis pas mal d'étudiants entrepreneurs. J'avais même fait créer un réseau d'étudiants entrepreneurs. Ils sont plus de 1000. Ah oui. J'ai même conçu un projet d'incubation aux étudiants entrepreneurs pour que les étudiants ne soient pas, ne se limitent pas entre les 4 murs de leur campus, pour qu'ils puissent effectivement... Lors de mes enseignements, j'ai été théorique. Pendant la conception de ce module d'enseignement, j'ai dit, je ne suis pas venu pour enseigner la théorie aux étudiants. Si c'est la théorie, ils peuvent trouver des contenus mieux même que ce que je vais leur enseigner. Mais je veux quelque chose de très pratique. Ah oui, ils partent sur le terrain. Oui, c'est sur le terrain. Mon enseignement à l'université, je peux dire que cette discipline fait partie des disciplines vraiment aimées par les étudiants. Quand j'ai cours avec les étudiants, sauf cas de force majeure, j'ai pratiquement 100% des étudiants présents parce qu'on sent qu'ils aiment la chose, ils aiment l'entrepreneuriat. Voilà. Et la première année, moi, j'ai fait une motivation à l'entrepreneuriat. Deuxième année, les différentes étapes de création d'entreprise. Et la troisième année, c'est l'incubation. Les étudiants passent devant moi un à un. Tu as un projet, je vais étudier ton projet, voir si le projet effectivement tient. Parce que j'ai toujours dit, un projet doit obéir aux 3 règles, aux 3 R. Réaliste, réalisable et rentable. Donc, j'ai fait passer tous les étudiants un à un. Si tu as un projet, on va l'examiner ensemble. Si tu n'as pas de projet, je vais faire un coaching pour voir tes motivations, tes envies, qu'est-ce que tu peux faire. Et je te propose, j'allais dire, un projet. Et la plupart de mes évaluations, c'est des travaux de terrain. Ils vont aller faire des recherches auprès d'autres entrepreneurs. Donc, je me rends compte qu'en réalité, il y a un véritable engouement des étudiants pour l'entrepreneuriat. Mais pour peu que nos étudiants prennent ça en compte. Parce que j'ai dit, il ne faudrait pas qu'on enseigne l'entrepreneuriat dans les filières techniques. Là où j'interviens, c'est pratiquement dans les filières techniques où qu'on enseigne l'entrepreneuriat. Ils ne sont pas les plus intéressés à l'entrepreneuriat. Et ils sont dans les filières techniques. Ils peuvent sortir faire quelque chose. Mais ceux qui sont dans l'enseignement général, même celui qui fait la philosophie, celui qui fait lettres modernes, celui qui fait histoire, sociologie, il a besoin de l'entrepreneuriat. Il a besoin des notions en entrepreneuriat. On voit des étudiants qui sont des entrepreneurs de fait. Vous voyez, soit ils vendent des unités, ils vendent du lotus, ils ont un petit kiosque participant, mais ils n'ont pas reçu de cours en entrepreneuriat. Quand je commence des cours avec des étudiants, je leur pose souvent une question. Quels sont ceux qui ont déjà suivi des cours en entrepreneuriat depuis leur CPI jusqu'à l'heure là? Il y en a qui vont dire que c'est le premier cours qu'ils ont suivi. Mais c'est inadmissible. Comment on va passer le temps à enseigner de la théorie aux étudiants? J'ai dit, mais il faut qu'on lutte contre cette école de certifiés chômeurs. Ça veut dire qu'au profit d'une école où effectivement l'étudiant va sortir, il a quelque chose à faire. Ce sont des employeurs. Il faut qu'on transforme nos étudiants, au lieu que ce soit des chercheurs d'emploi, il faut qu'on transforme nos étudiants pour qu'ils deviennent des employeurs. On arrive à accompagner 100 étudiants par jour. C'est 100 personnes qu'on a fait sortir du chômage. Ceux qui comptent sur les concours de la fonction publique pour s'en sortir là, il faut quitter dans ça. Parce qu'aujourd'hui, même si l'État en tout cas fait des efforts, même si on double, même si on triple le nombre de postes à pourvoir, on ne peut pas résorber le nombre de diplômes. Aujourd'hui, c'est les examens. Les enfants des milliers d'enfants sont là pour le CEP. De nouveaux diplômés. De nouveaux diplômés, pour ne pas dire de nouveaux chômeurs. Oh là. Alors donc, il faut qu'on essaie de voir effectivement comment faire pour qu'à un certain moment, l'enfant n'ait même
faudrait que le concours de la fonction publique soit une deuxième option. Qu'on ne sorte pas pour ça. Quand on a le diplôme, c'est concours. Il faudrait que... On veut même qu'à un certain moment, l'État lance des recrutements, qu'il n'y a même pas de candidats pour prendre part. Parce que les gens sont effectivement, j'allais dire, dans d'autres secteurs d'activité. Ah oui. Dans d'autres secteurs d'activité. Donc, sinon, la réalité actuelle, vous l'avez dit, hein, Angers, les compositions des concours sont annoncées. Et donc, ça va démarrer à Angers. Vous allez voir au niveau donc, des écoles, les formations des structures privées, ça continue, ça a de l'engouement actuellement. Les gens sont en train de se préparer. Au niveau des feux, vous allez voir des gens en train d'étudier. Ce n'est pas que ceux qui font des examens, hein. Il y a ceux aussi qui font les concours. Donc, pour vous, c'est vraiment pas l'option. C'est pas l'option. Pour le diplômé. C'est pas l'option. Sinon, il y en a qui vont faire le concours. Il y en a qui vont déposer 5 concours, 10 concours, voire même plus. C'est vrai. Il y en a même qui vont déposer le concours jusqu'à ce qu'ils soient frappés par la limite d'âge. Ils ne veulent même plus faire de concours. Ils vont dire maintenant, bon, comme je suis frappé par la limite d'âge, voilà, je vais essayer d'entreprendre. L'entrepreneuriat n'est pas une option par défaut. On entreprend pendant qu'il y a temps. Il ne faut pas te laisser frapper par la limite d'âge. 47 ans, tu dis non, voilà, c'est des crises cardiaques que tu vas chercher en ce moment. Hein. On commence à entreprendre quand on est un peu jeune. S'il faut dire non, je vais laisser 45 ans, 50 ans, je suis à la retraite, je vais commencer à entreprendre. S'il n'est pas dur, c'est une crise cardiaque qui va terminer ta vie sur terre. Voilà. Ce n'est pas simple. Donc, docteur Kaboré, aujourd'hui, quel serait votre conseil à l'endroit de tout jeune, soit qui sortent? On a parlé des diplômés, mais je voudrais aussi qu'on élargisse le champ. Il y a certains qui n'ont pas forcément fait l'école, qui ne sont pas allés loin à l'école ou qui n'ont pas fait l'école. On va dire qu'eux, ils n'ont vraiment pas aussi le choix. Il faut qu'ils puissent lancer une activité. Quel serait votre conseil à leur endroit? Après, on va parler aux diplômés. Alors, le conseil à l'endroit de toute la jeunesse. Toute la jeunesse, alors. J'allais dire qui cherchent du travail. Je veux leur dire, de commencer pas à pas. Il n'y a pas de petits boulots. Il n'y a pas de petits métiers. Si on voit ceux qui sont millionnaires aujourd'hui, ceux qui sont milliardaires aujourd'hui, si on leur demande comment ils ont commencé l'entrepreneuriat, c'est une très belle leçon pour nous. Aujourd'hui, la jeunesse veut l'argent ici et maintenant. Et je l'ai dit souvent, si vous voulez l'argent ici et maintenant, il faut aller jouer au PMU. Et là aussi, ce n'est pas évident. Donc l'entrepreneuriat, il faut qu'on accepte de se sacrifier. On accepte de se sacrifier. On dit à la jeunesse aujourd'hui de se sacrifier. Les gens disent qu'ils n'ont pas d'idées pour entreprendre. Quand on leur donne des idées, ils vont dire qu'ils n'ont pas l'argent pour entreprendre. Si on leur donne l'argent pour entreprendre, ils vont dire que ça ne va pas marcher. Non, ils ne vont pas dire que ça ne va pas marcher. Ils vont passer leur temps dans les grands maquis de Ouagadougou, boire la bière, les poulets télévisés, et après ils sont là. Donc en réalité, les idées sont là. Les petits moyens sont là. Quand aujourd'hui, quelqu'un qui vient avec 10 000 francs, je peux lui concevoir un projet de 10 000 francs. Tu viens avec 25 000 francs. Aujourd'hui, on ne peut pas se cacher derrière le manque de moyens pour dire qu'on n'a pas, il n'y a pas d'activité. Même avec son téléphone. Moi, j'ai vu des étudiants qui sont venus, qui avaient des téléphones, Android, qui ont vendu ces téléphones, acheté des téléphones avec touche, commencé à entreprendre. Et aujourd'hui, ils sont financièrement indépendants. Donc, c'est dire à la jeunesse d'aujourd'hui, nous marchons sur une mine d'opportunités. Il ne faudra pas dire qu'il n'y a pas d'emploi. Qu'ils cherchent l'information. Ils n'ont pas à aller vers l'information. Ils n'ont pas à se former. Voilà. S'ils se forment, ils prennent des renseignements. Je crois que les choses vont aller comme ils veulent. Mais s'asseoir, compter sur les papas, compter sur les grands frères, compter sur les frères qui sont fonctionnaires. Ceux qui sont fonctionnaires, même, ils ne s'en sortent même pas comme ils le souhaitent. Encore moins compter sur tout. Je dis aux gens aujourd'hui, si vous avez des parents, vous avez des frères, il y a des gens même aujourd'hui même. En fait, les gens ne savent pas faire la cour. Je dis aux gens aujourd'hui, si vous avez un parent qui a les moyens, faites-lui la cour. Pourquoi ne demandez pas de l'argent pour acheter Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas les moyens pour entreprendre et qui est assis avec un téléphone de 300 000 francs, qui est assis avec un téléphone de 500 000 francs. Tu dis que tu n'as pas les moyens pour entreprendre. Mais c'est quel moyen tu veux encore? Donc c'est ce que je peux dire comme message à cette jeunesse, d'une manière générale, qui sont à la recherche de l'emploi. Merci beaucoup. Mine de rien, notre temps est terminé, docteur. Ça passe tellement vite et c'était vraiment intéressant d'échanger avec vous. Donc on va s'arrêter ici pour ce matin. On aura d'autres occasions pour parler d'autres thématiques. Donc on vous permet un mot de fin avant de se quitter. Alors, un mot de fin, c'est dire quand même merci à cette maison qui m'a accueilli aujourd'hui pour la première fois. Merci à vous. Merci à ceux qui nous écoutent. Voilà, nos portes sont largement ouvertes à ceux qui veulent effectivement avancer dans cette aventure entrepreneuriale. Et vos bureaux sont situés Mon bureau est situé à Pissy, précisément à Boulmiégou. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci docteur. Alors, je rappelle que nous recevions comme invité docteur Karim Kaboré, qui est entrepreneur burkinabé, donc, et puis responsable, directeur de Fasoprenariat. Voilà, on va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin.
On marque une petite pause et on revient pour la suite. Ngam taaba kulum kalam la fulta Chaka son problème Woro yella yella Zunzande Woro zunzande Ah ohaka Yakabi Yabe Go eti lero to yantal ne bela ma yinga mam panan to wote zakka ne ba fa gilia wa me kella fo yemre ko shan fo ndi ala me nga fo ri fa sami ti awoto tu pana yautia kenga wo kenga beto lo ko fteri yiwe sida patron mani sur la kila toro fa ala pa ti boyi mpaka ki de ndem dam yet driti la fin do le même jour reban kiti mam pa même plus zakon am padam be son wat na matin na matin more rego ro gali gine mam baka ki de ro yo ni la fana ko mam sama bi e boy ro yalla men la wotuni fo waga Ngam taaba kulum kalam la fulta Chaka son problème Woro yella yella Zunzande Woro zunzande Ah ohaka Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien, et chez vous? Ça va très bien. Vous habitez ces quartiers? Oui. Vous me connaissez? Non. Vous ne me connaissez pas? Non. Alpha, Star International? Alpha, je ne vois pas. C'est pas grave. Vous êtes dans quel réseau? WhatsApp, Facebook, Instagram,
Viber, Messenger? Rien de tout ça. Moi, ici, sur les réseaux MoneyGram, Orange Money, Mobicash, Western Union. Drôle de réseaux sociaux. Malheureusement, mon téléphone ne supporte pas ces applications. Au revoir, monsieur. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite et maintenant nous allons passer aux éphémérides. Avec Francis Emmanuel Zongo qui est bien installé sur ce plateau. Bonjour Cisco. Bonjour Abzeta, bonjour à toute la nation entière. Ravi de vous retrouver sur les antennes de Savan TV. Vous êtes dans la page consacrée aux éphémérides. Merci d'être là. Alors Francis, on débute les éphémérides avec cet événement, pendaison de martyrs, des martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. C'était le 2 juin 1966. Pour commencer, nous sommes en Afrique centrale, précisément au Congo, pour parler de cette date où a eu lieu la pendaison de ce qu'on appelle les martyrs de la Pentecôte, qui s'est tenue le 2 juin 1966 à Kinshasa, au Congo-Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, et marquant ainsi le début du règne de Joseph Désiré Mobutu, dit Mobutu Sese Sekukuku Mbengu Wazabanga. 4 autres personnalités politiques congolaises ont été exécutées ce jour-là, et le pouvoir les accusait de complot et de tentative de coup d'État. Il s'agit de Évariste Kimba, ancien Premier ministre du Congo, Jérôme Anani, ancien ministre de la Défense nationale, Emmanuel Bamba, sénateur et dignitaire de l'église kibanguiste, et Alexandre Mahamba, ancien ministre des Affaires étrangères. Alors, ils ont été arrêtés lors d'une réunion chez le colonel Bangala. Un tribunal militaire d'exception les condamne à mort en quelques heures et les condamnés sont ainsi menés à la place Ponkabou, devenue par la suite place Kassaboubou, et ils auraient eu les yeux crivés avant d'être pendus devant des dizaines de milliers de personnes. Et selon certaines informations, le lieu de la pendaison est devenu présentement là où réside le stade des martyrs au Congo.
Merci beaucoup, Francis. Et deuxième événement du 2 juin. Et là, on parle du 2 juin 1983, élection de Léopold Sédar Senghor à l'Académie française. Oui, nous parlons de cette date avec Léopold Sédar Senghor. Pour ces personnes qui aiment les belles lettres avec la grammaire, sachez que Léopold Sédar Senghor a été élu à l'Académie française le 2 juin 1983. Et cette élection historique a fait de l'ancien président sénégalais le premier Africain à siéger au sein de cette institution. Il a été élu au 16e fauteuil, succédant au duc de Lévis-Mirepoix. Soulignons que son élection a été activement soutenue par son ami Maurice Druon, écrivain et secrétaire perpétuel de l'institution. Et sa cérémonie d'installation sur la coupole s'est déroulée le 29 mars 1984 en présence du président français François Mitterrand. Cette élection également a été récompensée, bien sûr, pour son parcours du poète président, théoricien de la littérature et fervent défenseur de la langue française dans le monde. Et son entrée a marqué une étape cruciale dans la diversification de la composition des immortels. Et quand on parle d'immortels, il s'agit bien sûr des membres de l'Académie française. Rappelons que Léopold Sédar Senghor a également été le premier Africain agrégé de grammaire et premier président du Sénégal de 1960 à 1980. Il est né le 9 octobre 1906 au Sénégal et décédé malheureusement le 20 décembre 2001 à l'âge de 95 ans à Verson en France. Et nous voyons en image un de ses poèmes qui est paru en 1948, précisément au recueil de poésie Chant de l'ombre, où il disait « Cher frère blanc », voilà, qui est bien clair. Vous avez pu constater quelques vers de ce poème-là. Oui. Merci bien. Et troisième événement, couronnement de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. C'était le 2 juin 1953. Oui, 2 juin 1953, couronnement de la reine Elisabeth II, reine d'Angleterre. Alors âgée de 27 ans, elle est montée sur le trône le 6 février 1952 à la suite du décès de son père, le roi George VI. Et c'est un événement historique qui a été le premier couronnement à être diffusé à la télévision. Et ce jour-là, Elisabeth II a reçu les insignes royaux, notamment le globe, le sceptre et la célèbre couronne de Saint-Édouard ornée de plus de 1000 pierres précieuses, pesant environ 2,2 kg. Malgré une pluie battante, environ 3 millions de personnes se sont rassemblées le long du parcours pour acclamer la nouvelle reine avec 27 millions de téléspectateurs. Il y avait exactement 8251 invités officiels présents à la cérémonie et 129 nations et territoires représentés. Et la cérémonie religieuse a duré pratiquement 3 heures. Pour terminer, la reine Elisabeth II est née le 21 avril 1926. Elle est décédée le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans. On la voit en image avec sa famille. Et on termine donc par ce quatrième événement, collision de 3 trains en Inde. Oui, dernier événement pour cette journée, la collision de 3 trains qui a eu lieu en Inde, précisément le 2 juin 2023, qui est l'une des pires catastrophes de l'histoire du rail en Inde. Et l'accident s'est produit vers 18h55 heure locale dans le district de Balasore. Et le train de passagers circulant à environ 128 km/h a été dévié par une erreur vers une voie de garage. Il y a percuté de plein fouet un train de marchandises à l'arrêt chargé de minerais de fer. Et sous la violence de choc, les wagons du train de passagers se sont renversés et ont projeté des débris sur les voies adjacentes. Quelques instants plus tard, un troisième train qui arrivait en sens inverse a percuté les wagons couchés du premier train. Et après les enquêtes, il a été prouvé que les techniciens avaient modifié manuellement les circuits de signalisation pour réparer une barrière de passage à niveau à proximité sans schéma électrique standard, entraînant un contact mortel. Et l'agence fédérale d'enquête indienne CBI a arrêté 3 techniciens des chemins de fer pour homicide involontaire à la suite de ces négligences qui ont fait 296 morts et plus de 1200 blessés. Voilà ces corps qui sont couchés à même le sol, prouvant bien sûr la cruauté de cet accident qui a eu lieu en Inde, précisément le 2 juin 2023, avec ces 3 trains qui sont rentrés en collision.
Merci beaucoup, Francis. Donc, aujourd'hui, on n'a pas d'expression. Demain, on espère demain, on en aura. Avoir une Voilà, expression vu du jeu. le nombre d'événements qu'on a eu aujourd'hui, j'ai jugé utile de garder ça ainsi. Voilà, demain, on va avoir un format sûrement complet avec l'expression, sans doute avec une journée internationale ou mondiale pour donner une coloration assez atypique à cette présentation dans les éphémérides. Merci beaucoup, Francis. Merci à toi. Et on se retrouvera, Inch'Allah, demain. Demain, Dieu voulant, toujours avec le même plaisir et la même passion. Bien sûr. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. On va s'arrêter ici pour l'aventure de ce matin. Merci à vous qui nous avez suivis. Le rendez-vous est pris pour demain, 7h30 pour Bonjour le Faso. Mais les programmes de Savane TV se poursuivent, donc ne zappez surtout pas. Allez, à demain. Bonne journée. Tschüss.